Bon, en fait, vous savez vous en tirer correctement quand vous voulez. Je m'attendais à ce que ce soit à un niveau médiocre constant, mais là, ça arrive à être à peu près correct. Non pas que ce soit sans défaut, loin de là. Surtout des trucs récurrents dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Hein. Je sens que ça va être tout le temps comme ça. Et j'en parlerai en détail, mais voilà, c'était quand même beaucoup plus satisfaisant que l'épisode premier. Ça aurait été un épisode pilote plus satisfaisant dans l'absolu même. Hein. En tout cas, ça commence avec ce Croix. Si vous ne connaissez pas ce Croix, c'est un personnage de la BD aussi. Ça fait partie des nombreux trucs. J'ai énormément de mal à voir comment on peut être arriver à suivre de façon particulièrement acceptable ce qui se passe si on connaît pas un petit peu le principe de la BD, parce qu'il y a énormément de références et de trucs, de raccourcis un peu rapides sur des personnages qu'on est censé connaître. Alors, Scroix, c'est un homme oiseau qui a la particularité d'être adulte, d'être le seul avec sa forme adulte qu'on connaît dans la plupart des personnages avant longtemps dans cet univers, pour la simple et bonne raison que c'est pas dû à sa race, c'est parce qu'il a avalé une pierre magique qu'on devait utiliser au départ pour inverser l'accident en Jovenia. Mais c'est pas dit là, on sait juste que c'est un grand méchant qui est comme ça parce qu'il est comme ça et qui fait son truc de grand méchant. On est juste censé deviner que c'est un ennemi récurrent des légendaires, sachant qu'il est récurrent dans le sens où ils l'ont affronté 2 fois en tout et pour tout dans leur vie. Techniquement, faut avouer. Mais voilà, on est censé se dire que c'est un ennemi récurrent des légendaires alors que ça n'en est pas techniquement un. C'est quelqu'un qui était du genre assez prudent d'ailleurs, à pas faire d'action qu'il ferait se faire remarquer. Mais voilà, c'est quelque chose déjà qui s'inscrit déjà un chouïa mieux dans la BD, parce que on peut vaguement s'imaginer qu'il y a eu cette confrontation-là. Vaguement. Et donc en gros il a pris le contrôle d'un village, les a menacés de les tuer s'ils lui obéissaient pas. Et il décide de se servir du coin pour profiter de l'arrivée de la comète noire pour invoquer la reine Bouffangor. Bouffangor, c'est une race de monstres de la BD une fois de plus. Hein. Et oui, vous comprendrez assez vite que Patrick Sobral est très inspiré par Astérix dans ses noms. Hein. Ah, il adore faire du jeu de mots, hein, c'est son truc, hein, à fond. Dans les nouveaux personnages aussi, il y a un personnage qui s'appelle Impoloco. C'est son nom, Impoloco. Ça veut absolument rien dire, ça n'a aucune signification par rapport à la personnalité du personnage, mais ça fait un jeu de mots. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Bouffe encore le monstre en question, donc c'est un monstre qui aime bien bouffer les gens. Voilà pourquoi on l'appelle Bouffe encore. Lui au moins il y a une logique. Hein. Mais bon, il veut invoquer la reine Bouffangor qui a le pouvoir de contrôler tous les Bouffangors du monde, et ce sont des bestioles assez vénères et coriaces là, donc ça lui ferait une grosse armée à ses pouvoirs, et on va pas particulièrement appuyer ça, développer ce qu'il veut en faire, etc. Ça lui fera juste plus de puissance, quoi. C'est en gros ce qu'il cherche, plus de puissance. Hein, c'est très basique, hein, les motivations de nos méchants pour l'instant. En tout cas, pendant qu'il fait ça, qu'il prépare son rituel pour invoquer la reine Bouffangor, il y a une petite fille, et c'est pas une adulte transformée en enfant, elle c'est totalement une petite fille, on l'appuie, qui observe et qui dit « Ah, vous êtes méchant, vous pouvez pas faire ça, je vais appeler les légendaires, ils vous battront », et Scroix se dit « Ok, vas-y ». Genre, il pourrait venir et m'emmerder. Il y a cette fille qui dit qu'elle va les appeler. Je pourrais la buter, je pourrais la mettre sous silence, l'enfermer, etc. Mais non, je la laisse vivre sa vie sans problème. Je suis un petit peu con comme méchant. Ouais. Et donc, étant donné que la fille c'est une fangirl des légendaires, hein, faut le préciser un petit peu, c'est pour ça qu'elle fait appel à eux et pas aux fabuleux, et apparemment les autres ont trop peur pour appeler d'autres héros aussi, alors qu'ils pourraient faire la même chose, genre s'il vous plaît aidez-nous, il y a un gros méchant qui veut faire du mal à notre village. Si on peut envoyer une lettre par bouteille comme ça, pour que personne ne le fait, quoi, ça demande pas particulièrement du gros courage de faire ça, vous savez, hein. S'il se croit et pas du genre à vous observer, vous surveiller particulièrement, je vous jure, vous auriez pu faire ça. Hein. Bon, c'est un village de cons, apparemment. Hein. Faut garder ça en tête, c'est un village de cons. Hein. Mais bon, j'ai connu pire à ce niveau-là, j'ai connu pire. Et donc, elle envoie une bouteille à la mer, elle passe par différents endroits, et comme par hasard, elle tombe sur les légendaires.
Voilà, et légendaires qui prennent donc connaissance de la peine de détresse de la petite fille, qui doivent se diriger vers ce petit village pour arrêter Scroix, leur ennemi de toujours. Seulement, Scroix prévoit leur arrivée en se disant tiens, ils vont forcément s'arrêter à telle taverne, telle auberge avant de venir s'attaquer à moi, parce que bien entendu ils peuvent pas dormir à la Belle Étoile, c'est pas comme si ça leur arrivait régulièrement de camper pour se poser, comme on l'avait vu dans la BD, mais non. Ils vont forcément s'arrêter à cette taverne, j'en suis sûr évidemment, et donc elle envoie un peu locaux s'occuper d'eux en lui donnant un registre. Enfin, c'est une espèce de livre qui fait passer pour un registre lorsqu'ils viennent dans l'auberge, ils le signent tous, et incroyable, c'était magique pour le piéger, et le truc que ça fait, c'est un classique du genre, ça permet d'effacer leur mémoire, ils deviennent totalement amnésiques, c'est incroyable. Voilà, hein, ce genre de scénario typique qu'on voit à de nombreuses reprises et qui, pour ma part, marche très bien. Après, bon, je vous cache pas que quand on a vu ce qu'ils en ont fait dans Buffy et Angel, ça fait un petit peu pas le figure en comparaison, mais honnêtement, c'est pas si mal. Voilà, c'était pas de l'humour aussi gamin et lourd, facile qu'il y avait dans le premier épisode, ça passait mieux. Il y avait quelques petits commentaires, quelques petites interactions relativement drôles là-dedans. Le seul truc que j'ai à redire là-dedans, c'est comment ça se fait que personne se pose la question de pourquoi ils sont tous des enfants? C'est une question qui se pose pas. Parce que voilà, c'est un problème qui se répète par rapport à l'épisode précédent. Un truc qui définit bien ce monde, c'est que tout le monde est transformé en enfant. Hein, c'est à cause de l'accident Jovenia dont on parle pas. C'est rapidement résumé en une phrase de façon un peu cryptique dans le générique. Donc ceux qui connaissent pas la BD, une fois de plus, ils peuvent aller se faire foutre pour essayer de comprendre. Et on ne met pas ça sur le tapis, quoi. Nos personnages viennent de perdre la mémoire, ils se posent des tas de questions sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils ont ces habits-là, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se fait qu'ils aient perdu la mémoire, mais aucun se pose la question, comment ça se fait et qu'on soit tous des enfants, comme ça, et ça leur parle pas. Et d'autant plus que, ouais, ils partent vraiment du principe que ce sont des personnes aux fonctions importantes, genre je dois être un chevalier qui protège des princesses, je pense, avec mon armure, et vous, Jalina, qui êtes belle comme tout, et que vous avez l'air d'une princesse, on sent vraiment la tension amoureuse entre Jalina et Danaël, hein, tout le long, hein, ça se voit, et ça c'est cool, et ça c'est cool, tout ça, ça marche bien. Par contre, pourquoi, si vous avez cette notion comme quoi vous avez des métiers d'adultes, tout ça, et il y en a les Razia qui pensent qu'il est un cuisinier, tout, pourquoi vous posez pas de questions sur le fait que vous êtes tous dans les corps d'enfants, quoi? Le truc, je trouve ça un peu bizarre, que ça aurait été une parfaite opportunité pour souligner ça. Vous le faites pas, je trouve ça bizarre, hein, vous casse pas. Mais en dehors de ça, honnêtement, c'était tout à fait correct. Ça passait bien, l'humour était pas aussi lourdin, il y a eu deux, trois petits moments un peu moyen, mais globalement ça se faisait bien. Et ça faisait de la référence intéressante par rapport au fait que nos personnages donc, se demandent qui ils sont, ce qu'ils doivent faire. Ils suivent un petit peu le nez de Griff, parce que voilà, il sent une odeur familière qui l'attire. Hein. Il n'a pas la mémoire de son passé, mais il a un peu la mémoire des odeurs, quelque chose qui l'attire, donc c'est bien de jouer là-dessus. Hein, c'est ça qui va l'attirer vers un pot locaux. Et c'est bien joué là-dessus. Et au fur et à mesure qu'ils suivent Griff, ils ont un peu quelques réminiscences. Et surtout, pour l'instant, il y a Shimi qui trempe ses mains dans l'eau et se rend compte qu'elle peut fusionner avec les éléments. Et donc ça surprend. D'ailleurs, il y a un passage que j'ai trouvé assez marrant et un peu malin là-dedans. En termes de référence, une fois de plus, lorsque Shimi se fond dans l'eau, tout le monde se dit elle se noie. Danaël, en bon chevalier, parce qu'il se croit toujours le preux chevalier qu'il est, même quand il est amnésique, il fonce pour la sauver, se jette à l'eau et se rend compte qu'il ne sait pas nager. Ah oui, merde, en fait, c'est drôle, je ne sais pas nager. Et c'est totalement un trait caractéristique de Danaël. Hein, ça l'a totalement défini dans la BD. C'est cool d'avoir ce genre de références quand même. Les références sont pas aussi grossières et rentrent dedans dans cet épisode que dans l'épisode précédent. Et ça passe bien, honnêtement, ça passe bien. Ils finissent par se poser des questions sur qui ils doivent être vraiment. Ils finissent par retomber sur le mec, donc un Poloco qui, comme par hasard, se fait attaquer par un monstre. Voilà, ça tombe bien, hein, donc ça leur ravit un peu plus leur
réflexes de héros quand ils doivent battre ce monstre-là. Et à ce moment-là, il y a un Poloco qui finit par leur avouer ce qu'il a fait. Ah, je travaille pour le méchant, je crois, il m'oblige à bosser pour lui, je vous ai volé vos armes, et en plus de ça, je vous ai fait signer un truc qui vous a pris votre mémoire, vous êtes les légendaires des héros, tout ça, tout ça. Ils reprennent leurs armes, avec Danael et Razia qui confondent leurs épées, c'est un petit peu marrant ça aussi. Des petites touches comme ça passe très bien, quoi. C'est pas un humour ultra intrusif, contrairement à ce qu'il y avait dans l'épisode 1. Et voilà, se disent, ouais, on est des héros, il faut qu'on sauve ça, même si on sait pas exactement ce qu'il faut faire. Hein. On sait pas encore exactement quels sont les pouvoirs, comment on peut se débrouiller. Et surtout, Jadina, quoi, elle sait toujours pas quelle est sa spécificité. Elle voit qui sait faire quoi, qui sait manier l'épée, tout ça. Par contre, elle se demande, mais qu'est-ce que je fais, moi? Apparemment, le mec, un peu loco, ne les connaît pas assez pour lui répondre à ce niveau-là. Ça paraît un peu évident, quoi, alors qu'on connaît un tout petit peu les légendaires, on devrait se dire, ah oui, vous êtes une magicienne, mademoiselle Jadina. Mais non, apparemment, il les connaît vraiment très vaguement, le gars. Hein, genre, vous êtes les légendaires des héros, c'est tout ce que je sais à peu près. Il en dit pas plus, hein. On va avoir besoin de la fangirl pour ça, hein, plus tard, dans pas très longtemps, lorsqu'ils se disent « Ok, on est des héros, on doit arrêter Scroix qui va convoquer sa créature, son bouffant encore, sa reine bouffant encore, et ils arrivent pile poil au pire moment où ils commencent à l'invoquer. Ah, c'est pas de veine. Et donc ils se confrontent au bouffant encore sans être totalement eux-mêmes, et grosse déception, l'action est naze, et c'est très mal foutu en termes de mise en scène. Donc voilà, tandis que Jadina se pose encore des questions, il y a nos quatre autres héros qui essayent de s'attaquer un petit peu à lui et qui se heurtent un petit peu à un mur parce que c'est quand même une grosse bestiole et c'est pas facile à buter ça, et ils savent pas où est son point faible. Son point faible étant au bout de sa queue. C'est là que situe son cerveau, là aussi c'est un truc repris de la BD, ça fait plaisir de voir qu'ils ont suivi la BD à ce niveau-là, et ils savent pas quoi. Et donc on va avoir cette espèce de face à face où rien ne bouge en fait. Ils essayent 2-3 attaques, ils sont repoussés, et puis après c'est juste la reine bouffe encore qui les observe en étant un petit peu menaçante, puis eux qui l'observent en étant sur la défensive, et pendant 4-5 minutes ça va être comme ça quoi. Bon, j'exagère un petit peu, 3-4 minutes quoi. 3-4 minutes ça va être cette situation là où personne n'attaquera personne, ils resteront comme deux ronds de flanc à s'observer le blanc des yeux comme ça, et c'est quoi le délire? C'est quoi cette action de merde? D'autant plus qu'on avait bien mis en place que la reine bouffe-encore pouvait invoquer, contrôler tous les bouffe-encore. Ça aurait pas été cool, je sais pas moi, de rameuter d'autres bouffe-encore? Et aussi, Scroix avait ordonné à cette reine, puisqu'il l'a convoquée, et donc qu'elle est sous ses ordres, de les tuer les légendaires, pas de rester face à eux. Elle n'est pas active du tout, cette reine. C'est n'importe quoi. L'action est naze. On sent, une fois de plus, le gros manque de budget et le fait qu'ils ne savaient pas comment bien mettre ça en place. Mais étant donné que pendant cette période-là, si encore ça avait duré 30 secondes quoi, et qu'on avait vite enchaîné sur autre chose, ça aurait pu aller. Mais étant donné qu'on veut mettre en place pas mal de choses, d'informations qui viennent, etc., et de plans autour de Jadina en particulier, et ben il y a ce gros moment, cette espèce de gros blanc de 4 minutes où Danael, Griff et Razia resteront comme des cons à observer cette créature qui les observera. Voilà, c'est action de merde, hein. Vous m'excuserez, c'est de l'action de merde ça. Mais bon, pendant ce temps-là, il y a Jadina qui se pose encore des questions et qui tombe donc sur leur fameuse fan qui leur avait envoyé ce courrier pour leur demander de l'aide. Hein, leur fan qui répond à toutes les questions de Jadina parce que cette fois-ci, elle sait très bien ce que font les légendaires et tout. Hein. Une grosse fangirl, donc il lui dit que faire si et ça, voilà comment te servir de ton bâton aigle. C'est une espèce de pierre qu'elle a sur le bandeau et quand elle fait appel à son bâton aigle, elle a une espèce de bâton magique qui lui permet de faire des sorts. Elle est assez badass quand elle en fait et donc, grâce à ça, elle sait un petit peu mieux comment utiliser ses pouvoirs. Ça changerait au fait qu'ils savent pas comment combattre cette bestiole-là, ils savent toujours pas quel est son point faible, et c'est là que la fille a une idée. Ouais, j'ai vu le bouquin dans lequel il a consigné votre mémoire. Si on le détruit, vous la retrouverez. Si ça se trouve, ça pourrait détruire votre mémoire directement aussi, mais bon, hein, ce serait trop grave. Donc,
Ouais, on va dire que ouais, détruire le truc, ça marche, hein, c'est simple, hein, faites simple. Et voilà, Jadina, suivant les conseils de cette fille, décide de foncer avec son bâton aigle et Chimie combattre Skroa pour détruire le livre. Il y a la fille qui intervient histoire de dire qu'elle a un rôle. On veut forcer ce rôle, quoi. J'ai jamais été très fan de ce genre de configuration où la petite fille ou le petit garçon fan intervient et a un rôle vraiment majeur pour arranger la situation, comme quoi, oui, les enfants, vous pouvez intervenir dans des situations graves où vous pourriez risquer votre vie, etc. Vous pouvez être des héros grâce à ça. J'ai jamais été fan de ça, hein, j'avais déjà parlé rapidement à un moment donné, ça. Mais ouais, quoi, elle aide un petit peu, c'est elle qui finit par détruire le bouquin en jetant dans les flammes. Chimie qui l'empêche de se faire tuer, ou je sais pas trop quoi, par Skroa, dans un timing super mal foutu, une fois de plus. Parce que, ouais... Skroa, il est énervé qu'il ait détruit son bouquin, donc il essaye d'attaquer avec un sort, mais genre, Shmi met 10 secondes à voir ça, à lancer son espèce de fusion élémentaire pour le maintenir enfermé dans la pierre. Donc voilà, en 10 secondes, le mec, il n'arrive pas à balancer un sort à la fille, il reste sur place comme un con, quoi. La mise en scène de l'action est très mal foutue dans cette série, et je sens que là, ça a l'air bien parti pour être récurrent, hein. Enfin bref, grâce à ça, nos légendaires ont maintenant récupéré leurs souvenirs et sont pleinement disposés pour le combat. Il y a Jalina qui lance un sort d'éclair bizarre. Genre, je lance de l'éclair sur la lune et ça rebondit sur le monstre. Pourquoi t'as pas balancé l'éclair directement sur le monstre? J'ai pas compris. Et comment t'arrives à atteindre la lune en fait? C'est la logique Dragon Ball en fait. La lune c'est une espèce d'astre qui a juste quelques centaines de mètres au-dessus de nous. Oh, c'est comme ça que ça marche peut-être, hein, je sais pas. En tout cas, grâce à ça, Razia finit par envoyer une espèce de gros rocher sur le bout de la queue de la reine bouffa encore. Je sais même pas si elle est morte ou pas, quoi. On la voit tomber à l'eau. Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Apparemment elle est morte d'après ce qu'on dit. Et donc Skroa est déjoué, il se dit ah à la prochaine on se reverra. Il s'envole au loin et tout le monde est content, le village est sauvé, Skroa cherchera pas du tout à se venger. Ils le disent en plus légendaire, Skroa cherchera pas à se venger, c'est bon, il risque pas de revenir. Rassurez-vous. C'est pas comme s'il y avait une fille qui avait fait capoter ses plans à cet endroit-là et s'il était un tant soit peu revanchard, il pourrait profiter de n'importe quelle occasion où vous seriez au calme pour se venger de vous et vous tuer ou quoi que ce soit. Non, il reviendra pas. Rassurez-vous, il y a peu de chances qu'il revienne, hein, si vous voulez. Et on célèbre la fangirl et qui a eu le courage d'appeler des héros à l'aide et de participer au combat en dépit du fait de ne pas avoir de pouvoir. C'était trop génial, ma fille, tout ça. Ouais. C'est un petit peu dommage le fait d'insister à ce point sur la fangirl, la petite fille fangirl, pour faire passer tous les autres pour des blaireaux. Je trouve ça abusé pour pas grand chose. C'est pas le genre de scénario que j'apprécie. Et les trucs grossiers, l'action qui me gêne. En dehors de ça, la situation est somme toute assez classique mais plutôt efficace. Ça amène pas mal de moments de comédie, d'interaction, de références à la BD qui sont bien plus acceptables et bien plus satisfaisantes que dans le premier épisode, je trouve. Et ouais, ça représente les 2 tiers de l'épisode. Les 2 tiers de l'épisode sont très sympas. Le reste est médiocre, mais globalement, ça donne quelque chose de correct. Un petit épisode correct qui part d'un concept déjà vu mais qui l'exploite acceptablement. On a fait bien mieux dans Buffy et dans Angel à nouveau comme je l'ai dit, hein, pour que ce soit sensationnel, mais c'était sympa, correct. Ah, un petit souci que j'ai par contre, ça c'est un peu ce que laisse présager ces 2 premiers épisodes, c'est que apparemment on va avoir des scénarios totalement épisodiques. C'est-à-dire un épisode, un scénario indépendant à chaque fois. Alors j'espère me tromper, j'espère que d'ici un moment, ils feront des scénarios qui s'étendront sur plusieurs épisodes. Parce que c'est un petit peu, je trouve en tout cas, la force de la BD. Ça faisait pas des petits scénarios à la con qui se résolvaient comme ça. Ça s'étendait à chaque scénario sur 2 tomes et on sentait que ça avait besoin de ce temps d'instauration pour avoir un peu d'efficacité. Là, c'est vraiment un épisode, un scénario. Et on aurait pu, même avec l'intrigue précédente, étendre ça sur 2 épisodes, rendre ça plus satisfaisant en développant mieux certains points.
malheureusement, j'ai le sentiment que ça va être un peu simple à ce niveau-là. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que que ça s'arrangera par la suite et qu'on va avoir des scénarios qui tiendront sur plus d'un épisode. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, oui, ça me fait avoir plus d'espoir pour cette série, cet épisode 2 qui est quand même bien mieux réussi que le premier. Et j'espère pour la série que ça continuera sur cette voie-là. À bientôt pour l'épisode 3. Bye.